Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu particulière puisque comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je la fais en collaboration avec Marion Caméléon qui est une youtubeuse que j'adore. Je pense que vous êtes déjà très nombreux à le savoir mais je tiens à le répéter quand même. Pour cette collaboration, on a décidé de travailler toutes les deux sur le thème des scènes de crime. Donc elle de son côté a sorti une vidéo qui a dû être publiée là normalement aujourd'hui à 18 h, exactement en même temps que cette vidéo. Et chacune a fait un petit peu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire que bon, moi vous connaissez à peu près ce que je fais d'habitude ici sur cette vidéo. Je vais vous raconter l'histoire de la scène de crime à travers les siècles et puis comment ça se passe aussi aujourd'hui sur une scène de crime. Et elle de son côté a bien évidemment décidé de faire un maquillage sur le thème de la scène de crime. Alors j'imagine qu'on va retrouver les éléments classiques avec les bandes jaunes et tout ça, en tout cas je l'espère vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'elle a préparé. Vous avez bien évidemment le lien pour aller voir sa vidéo qui s'affiche juste ici si j'arrive à le faire et en tout cas en barre d'infos. Je vais dire quelques mots à propos de Marion Caméléon pour les personnes qui ne la connaîtraient pas éventuellement. Marion, c'est une maquilleuse professionnelle qui est sur YouTube depuis je crois 4 ans à peu près si je me trompe pas. Moi ça doit faire 2 ans et demi ou 3 ans que je la suis et c'est vraiment l'une des rares personnes sur YouTube que je suis religieusement. Je regarde absolument toutes les vidéos qu'elle publie. C'est vraiment une fille qui est hyper professionnelle. Je trouve qu'elle est incroyable dans sa manière artistique en fait d'approcher le maquillage. Elle propose toujours des choses qui sont vraiment magnifiques, qui sont hyper bien travaillées, mais vraiment ce que j'aime encore plus particulièrement chez elle, c'est sa pédagogie parce qu'elle sait hyper bien expliquer ses techniques et en fait moi j'ai énormément appris grâce à Marion. Je pense que toutes les personnes autour de moi pourront témoigner du fait que je leur recommande sans arrêt les vidéos de Marion quand on me demande comment est-ce que j'ai appris à me maquiller ou comment faire telle technique, etc. Je renvoie toujours à ces vidéos parce que je trouve qu'elles sont hyper complètes. Elle a des très très bonnes vidéos, que ce soit en termes d'apprendre la colorimétrie, de savoir comment faire ses dégradés, quel pinceau choisir, etc. Et en plus de ça, à chaque année, elle réalise une série spéciale pour Halloween et pendant 31 jours, elle publie 31 looks avec des maquillages qui sont complètement incroyable. Vraiment ça vaut absolument le coup d'aller jeter un œil, même si jamais vous vous maquillez pas, je vous jure que ça va vous intéresser parce que c'est tellement artistique, c'est tellement créatif, il y en a pour tous les goûts, il y a du gore, il y a du drôle, il y a du très beau, il y a des choses beaucoup plus simples, plus faciles à faire, des trucs hyper compliqués, enfin vraiment il y a plein de choses qui sont diversifiées en fait et je trouve que c'est une série qui est absolument géniale à suivre au mois d'octobre. Moi je sais que vraiment j'attends tous les ans la période du mois d'octobre juste pour pouvoir suivre la série de maquillage de Marion Caméléon parce que c'est un vrai... c'est la vraie petite friandise de la fin de journée. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas Marion, eh bien foncez voir sa chaîne et je pense que vous allez vous abonner parce que ce qu'elle fait c'est absolument incroyable et encore une fois, je le répète, je suis trop fière et tellement contente de faire cette collaboration avec elle parce que c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. Moi de mon côté dans cette vidéo ce que je vais faire c'est que je vais vous parler de l'histoire de la scène de crime, comment est-ce que ça a évolué et puis ensuite je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment ça se passe aujourd'hui sur une scène de crime. Alors je tiens tout de suite à préciser que je ne suis pas du tout une professionnelle, j'ai jamais mis les pieds sur une scène de crime donc je sais pas exactement et l'objectif de cette vidéo c'est plus de faire quelque chose une vue d'ensemble un peu globale. Je vais pas pouvoir aller dans le détail d'absolument tout parce que ce serait extrêmement long, c'est plus pour vous donner un petit aperçu, mais si jamais vous avez envie d'en savoir plus il faudra aller creuser nécessairement, il faudra regarder un petit peu plus sur internet mais aussi dans certains livres. Moi je vais vous en conseiller 2 dans cette vidéo qui sont 2 livres que j'ai utilisés pour faire ce sujet. D'abord le premier c'est celui-ci qui va faire beaucoup de reflets c'est sûr, qui s'appelle donc Scène de crime de Philippe Charlier. C'est un livre avec beaucoup de photographies en fait, il y a une partie beaucoup de photographies et l'autre c'est plus de la lecture, c'est des petits essais autour du thème de la scène de crime. Et je vais essayer de vous trouver une page où il n'y a pas trop... où c'est pas trop dur parce que honnêtement les photos... En fait ce sont que des photos qui datent du fin 19e et début 20e, donc vraiment les toutes premières photos de scènes de crime. Il y a beaucoup de photos de corps en fait et elles sont assez crues donc je vais essayer de vous trouver une page voilà, où on voit pas trop de détails quand même pour pas me faire censurer par YouTube. Donc voilà en fait vous allez avoir principalement ça, donc c'est des photos avec à chaque fois une petite légende pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, la date, l'endroit etc. C'est que je crois des choses qui sont passées à Paris
ou aux alentours de Paris et c'est vraiment super intéressant si vous êtes intéressé par vraiment cette période-là, début du 20e, où on était en fait au tout début de l'étude de la scène de crime et c'était vraiment les photos qui étaient prises et qui témoignent, je trouve, d'une époque, du crime de l'époque, mais aussi de la manière un petit peu de vivre des gens parce qu'on voit souvent l'intérieur de leur maison, etc. Enfin, c'est vraiment un livre qui est très intéressant mais qui est réservé aux personnes qui ont quand même l'estomac bien accroché. Et puis l'autre livre qui pour le coup m'a beaucoup servi pour vous écrire cette vidéo et qui là est accessible pour absolument tout le monde, c'est celui-ci qui est un bon gros pavé aussi, vous allez voir. Donc c'est Scène de crime de Val McDermid qui est en fait une autrice écossaise si je me trompe pas, qui est spécialisée dans le polar, etc., qui a écrit plein de romans policiers et en fait elle a fait ce livre sur du coup vraiment l'histoire, donc 200 ans d'histoire et de sciences criminelles pour les scènes de crime, où elle explique chapitre par chapitre absolument tout ce qui se passe dans vraiment l'étude de la scène de crime. Elle a refait justement toute la chronologie. En gros c'est un petit peu ce que je vais vous faire dans cette vidéo mais en version bien plus détaillée. C'est hyper intéressant, c'est hyper complet, il y a quand même beaucoup d'informations et donc je trouve que c'est un livre qui est vraiment très intéressant et que je vous conseillerais si vous avez envie pareil d'avoir une espèce de mise en bouche et une entrée dans le sujet. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir commencer, alors je vous laisse comme d'habitude vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et ensuite c'est parti. Le terme scène de crime est relativement récent, il n'est apparu dans la langue française qu'au courant du XXe siècle et c'est la traduction ou l'équivalent du terme anglais crime scene. En France, l'Institut national de police scientifique lui préfère le terme de scène de l'infraction puisqu'il peut être utilisé même si un crime n'y a pas été commis. En fait, si on voulait vraiment parler de manière bien juste, on dirait la scène du crime quand on veut parler de l'endroit où s'est déroulé un crime bien spécifique en particulier, et on dirait plutôt la scène de crime quand on parle de manière beaucoup plus générale, mais aujourd'hui ces deux expressions sont utilisées de façon assez indistincte. Alors bien évidemment, l'étude de la scène de crime, elle a connu ses prémices depuis déjà plusieurs siècles. D'ailleurs, avant le XXe siècle, on parlait plutôt du lieu du crime ou même du théâtre du crime, qui est une expression qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui et je trouve ça dommage parce que c'était assez stylé. Mais si vous voulez, c'est vraiment à partir de la fin du 19e et début du 20e siècle qu'on va commencer à développer des techniques pour vraiment étudier les scènes de crime avec des professionnels qui sont un peu les ancêtres de notre police scientifique d'aujourd'hui. Avant le 19e siècle, on avait tendance à condamner sur l'intuition, sachant que l'intuition, elle était très souvent guidée par des stéréotypes sur le statut social de l'accusé, sur sa couleur de peau, sur son orientation sexuelle, sur ses origines, sur son physique, surtout si jamais il était disgracieux, ou encore sur ses croyances religieuses. Et ce n'est qu'à partir du 19e siècle qu'on a vraiment commencé à rechercher de manière systématique des indices qui soient concrets et scientifiques sur les scènes de crime. Cela dit, il existait déjà des petites prémices à cette science forensique, comme on dit, à travers les siècles, et du coup je vais essayer de vous les décrire un petit peu par ordre chronologique. On peut retrouver les premières origines du profilage et des techniques d'identification chez les chasseurs du Moyen-Âge. En effet, ce sont eux les tout premiers à avoir développé des techniques et des compétences en termes d'identification à partir d'empreintes. Voici un extrait du poème La chasse douze cerfs datant du XIIIe siècle. Tu reconnaîtras par le pied quel cerf tu dois courir. Gros rebord du pied et large talon, c'est ce que personne ne doit dégainer. S'il a les ergots gros et larges, tu es fou si tu y renonces. Progressivement, les chasseurs vont apprendre à récolter d'autres indices que les empreintes de pattes. Ils vont par exemple analyser les excréments des animaux ou alors les traces laissées sur des troncs, les branches cassées, etc. Tout ça dans le but de récolter un maximum d'informations afin de se représenter l'animal et d'en dresser un portrait mental pour savoir si ça vaut le coup ou pas de le traquer. On commence alors à écrire carrément des livres, des traités de chasse avec
plein de conseils, avec des illustrations, avec vraiment toutes les informations qui sont nécessaires pour devenir un excellent limier. Dans le livre de chasse du roi Modus, rédigé à la fin du XIVe siècle, voici ce qu'écrit l'auteur Henri de Ferrières. Si tu veux voir les différences et apprendre à distinguer par les traces le jeune cerf de la biche et le grand cerf du jeune, et s'ils sont courables ou non, cherche à te procurer les pieds d'une biche, ceux d'un jeune cerf et ceux d'un vieux cerf bien marchand. Regarde et examine les uns et les autres leurs empreintes, d'abord en terre ferme, puis en terre molle. Tu verras ainsi la différence qu'il y a entre les traces et tu sauras bien distinguer les vieux cerfs des jeunes. Au XIXe siècle, on va commencer à chercher des indices concrets pouvant être étudiés empiriquement dans la résolution d'une enquête, et c'est ce qui va donner naissance à la police scientifique ou à la forensic science en anglais. On connaît et on utilise les empreintes digitales depuis bien longtemps, ça remonte au 7e siècle en Asie, au 12e siècle en Europe, et il y a même des tablettes en argile qui datent du 3e millénaire avant Jésus-Christ sur lesquelles des empreintes digitales ont été apposées, mais jusque-là c'était plutôt utilisé pour signer des documents plutôt que pour retrouver des personnes. Il y a des bébés pas contents ici. Alors je vous avais déjà fait toute une vidéo sur la dactyloscopie, c'est-à-dire l'étude et l'identification des individus grâce à leurs empreintes digitales et leurs empreintes palmaires, dans laquelle je vous expliquais toute l'histoire de cette discipline et puis tout le développement, donc je vous remets le lien juste ici. Donc je vais pas reprendre tout ce que je vous avais dit dans cette vidéo, mais clairement les empreintes digitales, elles ont joué un rôle hyper important dans l'évolution de la police scientifique et dans la manière de mener et de résoudre les enquêtes. Et puis avec le temps, on va aussi apprendre à relever les éléments qui peuvent éventuellement permettre de relier un suspect avec la victime. C'est le cas par exemple en 1794 quand Edward Culshaw est assassiné d'une balle dans la tête. En fait, le légiste retrouve une boule de papier dans la plaie, ce qui est pas spécialement étonnant puisque, si vous voulez, à l'époque, on utilisait souvent du papier pour maintenir la balle et la poudre à l'intérieur du canon des armes à feu. Et ce bout de papier, il s'est avéré que c'était en fait le coin d'une page de chansons populaires de l'époque. Or, le suspect, John Toms, il avait sur lui au moment de son arrestation dans sa poche une partition de cette fameuse chanson à laquelle il manquait un coin. C'est donc quelque chose qui a été présenté comme un élément de preuve lors de son procès et il a été condamné. Par contre, au départ, la notion de contamination de scène de crime n'était pas connue. Au XIXe siècle, on commence à répandre et à normaliser les décisions judiciaires fondées sur des preuves, mais celles-ci sont récoltées et examinées de façon approximative parce que toutes ces méthodes scientifiques n'en sont qu'à leur début. En France, on a la chance d'avoir plusieurs figures qui ont vraiment permis de faire avancer l'étude de la scène de crime, à commencer par Alphonse Bertillon. Bertillon, c'est un criminologue français qui en 1882 a créé le premier laboratoire de police d'identification criminelle. Il crée également un système d'anthropométrie judiciaire qui porte son nom, le bertillonnage, qui sert à identifier les criminels. Pour cela, il a notamment recours à la photographie du visage, de face et de profil. Cette technique va se répandre partout en Europe et dans le monde, et elle est à l'origine des mugshots que l'on utilise toujours. Et il va aussi avoir recours à la photographie pour immortaliser les scènes de crime. Donc c'est exactement le genre de choses qu'on va voir dans ce livre que je vous ai recommandé en début de vidéo. C'est vraiment le genre de photos en fait qui ont pu être prises suivant la technique d'Alphonse Bertillon. Le bertillonnage sera ensuite remplacé par la dactyloscopie comme méthode d'identification, une méthode promue par un certain Edmond Locard. Après un cursus en médecine et en droit à Lyon, Locard fonde le tout premier laboratoire de police technique et scientifique au monde en 1910. Au départ, la police de Lyon ne lui laisse que 2 pièces sous les toits du palais de justice et elle lui fournit que 2 assistants, mais assez rapidement, Locard va réussir à transformer ça en un véritable centre international. Il développe l'utilisation des techniques comme la dactyloscopie qui va venir remplacer le bertillonnage, mais aussi la balistique, soit l'étude des projectiles en mouvement, donc très généralement tout ce qui a rapport avec les armes à feu, la toxicologie et puis la graphologie qu'il affectionne particulièrement celle-ci, bien que vers la fin de sa carrière c'est quelque chose dont il va un peu plus se détourner puisque finalement en fait c'est une discipline qui manque malheureusement un petit peu de rigueur et de précision. Il écrit de nombreux volumes de traités sur la criminalistique et il est principalement connu pour le principe de l'échange de Locard qui est vraiment un fondamental de la police scientifique selon lequel tout contact laisse une trace. Et à ce propos, il écrivait « La vérité est que nul ne peut agir, surtout si l'on considère l'intensité que suppose l'action criminelle, sans laisser des marques multiples de son passage.
Tantôt le malfaiteur a laissé sur les lieux les marques de son passage, tantôt par une action inverse, il a emporté sur son corps ou sur ses vêtements les indices de son séjour ou de son geste. Et oui, parce que le criminel, il peut tout à fait laisser quelque chose de lui sur la scène de crime, que ce soit un cheveu, une empreinte digitale, une trace ADN, une empreinte de chaussure ou celle des pneus de sa voiture par exemple, mais il peut aussi éventuellement apporter avec lui, remporter du coup, des éléments qui proviennent de la scène de crime ou de la victime elle-même. Ça peut être, je sais pas moi, les fibres d'un tapis par exemple qui vont se retrouver dans son coffre, ou alors des traces ADN de la victime directement sur lui dans des minuscules petites éclaboussures de sang. C'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup d'affaires criminelles, et je sais pas si vous vous rappelez de l'affaire Omar Haddad, mais c'était ce qui manquait cruellement justement dans cette affaire-là. Aux États-Unis, c'est Frances Glessner Lee qui a créé à Harvard le tout premier département de médecine légale en 1931. Elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle recréait des scènes de crime en maquettes ultra détaillées qu'elle nommait des études résumées de morts inexpliquées et qu'elle présentait à des conférences. Ces 18 maquettes-là, elles ont été utilisées et étudiées par les étudiants pendant près d'une 50aine d'années dans le centre de médecine légale du Maryland. Néanmoins, ce n'est que après tout ça qu'on a vraiment pris conscience de la notion de contamination de scène de crime et son importance, et qu'on a vraiment ensuite commencé à développer le métier de technicien de scène de crime que je vais vous expliquer juste maintenant. En fait, je me suis rendu compte que je savais pas exactement comment ça se passait quand on découvrait une scène de crime, parce que c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais vu, à part dans les films ou éventuellement lu dans certains romans. Donc j'ai fait mes petites recherches et je vais essayer de vous décrire comment ça se passe sur une scène de crime. Déjà, je pense qu'il y a un truc assez important et qui va vraiment beaucoup influencer sur tout le reste et sur finalement toute l'enquête, c'est qui découvre la scène de crime. Parce que ça va être extrêmement différent si jamais c'est un promeneur qui découvre la scène et qui généralement, il va appeler les policiers mais sans trop avoir touché à la scène. Si jamais c'est directement des policiers ou des gendarmes parce qu'ils étaient par exemple en train déjà de faire une perquisition et ils tombent sur la scène de crime, ou bien si c'est un proche de l'affaire et de la victime, rappelez-vous l'affaire John Bennett Ramsey, la scène de crime en fait c'était la maison entière et principalement le sous-sol. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait avant qu'on se rende compte que la maison c'était la scène de crime, il y a eu plein de choses, il y a eu plein d'allées et venues de plein de personnes, il y a eu des gens qui ont fait du ménage, donc qui ont déplacé plein de choses, et puis à la fin c'est carrément le père de John Bennett Ramsey qui a trouvé le corps de la petite fille et qui l'a déplacé. Donc c'est vraiment, je crois, l'un des plus gros exemples de contamination de scènes de crime qui a du coup énormément gêné l'enquête et qui fait qu'aujourd'hui l'enquête n'est pas résolue. La toute première chose dont il faut s'assurer lorsqu'on arrive sur une scène de crime, c'est la sécurité, puisque le suspect est potentiellement toujours en fuite et en liberté, donc il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de danger imminent. C'est d'ailleurs pour ça que généralement les techniciens de scène de crime sont accompagnés de policiers armés. Ensuite, la seconde chose à faire, c'est de geler la scène de crime, et pour ça on va généralement utiliser les fameuses bandes de plastique, vous savez, jaune ou orange selon les pays. Ça va permettre de créer un vrai périmètre autour de la scène de crime et d'empêcher n'importe qui de rentrer dessus, donc seuls les professionnels sont autorisés à rentrer. Il faut éviter au maximum de contaminer la scène de crime. Alors contaminer, ça veut dire détruire ou altérer des preuves, que ce soit en déposant son propre ADN, ses propres empreintes, ses empreintes de pas, ou en déplaçant des objets. Pour cela, les techniciens de scène de crime, qui sont vraiment des experts de police scientifique formés et habilités à effectuer ces tâches, portent généralement des tenues bien spécifiques. Je pense que vous voyez desquelles je veux parler, c'est l'espèce de combinaison en plastique blanche, les surchaussures, les gants, etc. Il est aussi nécessaire de définir assez rapidement à quel type de scène de crime on a affaire, parce que ça va permettre de mettre en place tous les protocoles qui sont vraiment adéquates en fonction de si c'est une scène d'accident, une scène d'incendie, une scène de catastrophe, une scène d'agression, une scène de crime ou alors de délit, une scène de meurtre, etc. S'il s'agit d'une scène de crime de meurtre, est-ce que le corps de la victime est présent? Est-ce que la victime a réussi à se déplacer par rapport à l'endroit où elle a été tuée, ou est-ce que éventuellement le tueur lui-même a bougé le corps?
La police scientifique va commencer à photographier et ou filmer la scène afin encore une fois de la geler pour pouvoir conserver des traces de cette scène qu'on va pouvoir regarder plus tard. Et de nos jours, on peut carrément utiliser une caméra 360 qui va être placée au centre de la scène de crime et qui va prendre plein de photos et qui permettra en fait de se déplacer, de se promener sur la scène de crime ultérieurement. Ça va permettre d'établir ce qu'on appelle la topographie de la scène de crime, c'est-à-dire en gros les plans du lieu, et en fait plus cette topographie va être détaillée et précise, mieux c'est évidemment. Ensuite, et seulement ensuite, on va pouvoir passer à la recherche des indices. Marc Bischoff, qui est un des pionniers de la police scientifique et l'ancien directeur de l'Institut de police scientifique et de criminologie de Lausanne, a écrit « La fixation d'état des lieux n'est rien si elle n'est pas faite en liaison étroite avec l'étude méthodique des lieux, laquelle comporte essentiellement l'étude des voies d'accès et de départ, celle des effractions, de la position du cadavre, des liens et des habits, des blessures, des taches de sang, enfin la recherche systématique et méthodique de toutes les traces qui peuvent avoir été laissées par le criminel, empreintes digitales, traces de pas ou de véhicules, poussière, objets perdus ou abandonnés, outils, armes, etc. Tous les éléments qui sont prélevés sur la scène de crime doivent être indiqués par un petit cavalier en plastique jaune avec une référence, soit une lettre, soit un chiffre, et ils sont ensuite placés dans des sachets en plastique hermétiques sous-scellés. Chaque preuve est ensuite consignée dans un registre avec un numéro qui lui est attribué et prise en photo. Peter Arnold, qui est technicien de scène de crime, lui justement déclare « La scène est le témoin silencieux. La victime ne peut pas nous dire ce qui s'est passé, le suspect ne nous dira sans doute pas la vérité, alors nous devons émettre une hypothèse qui explique ce qui s'est passé. » Mais une scène de crime, c'est pas forcément quelque chose de totalement figé et inanimé. Il peut y avoir des témoins et dans ce cas-là, il va falloir récolter leurs témoignages, soit directement sur place, soit ultérieurement. Mais il faut vraiment faire attention parce que le problème avec les témoignages, c'est qu'ils ne sont pas forcément fiables et qu'ils peuvent conduire à l'inculpation de personnes innocentes. Ça arrive dans de nombreuses affaires et ça me fait notamment penser à l'affaire de Patrick Dills. Par la suite, les différents indices relevés sur la scène de crime vont pouvoir être analysés et exploités pour voir si on retrouve éventuellement des empreintes digitales, de l'ADN, des substances et ensuite définir quelles sont ces substances. Est-ce que c'est de la poudre? Est-ce que c'est du sang? Est-ce que c'est du sperme? Toutes ces choses-là quoi. On va logiquement procéder par étapes pour ces analyses plutôt que de tout faire en même temps, c'est-à-dire que bien évidemment on va commencer par ce qui est le plus simple et également le moins coûteux. Ça semble assez logique mais il faut quand même le dire, si jamais on peut trouver les empreintes digitales du suspect sur l'arme du crime, bon bah on va s'arrêter là en fait, on va pas avoir besoin d'aller faire des analyses ADN par exemple. Et ensuite, une fois qu'on a récolté ces empreintes-là, on va se référer à différents fichiers qui centralisent tous les différents types d'empreintes, généralement au niveau national. Alors là, je vais vous donner un certain nombre d'exemples un peu diversifiés pour vous montrer quels peuvent être ce genre de fichiers. On a par exemple le FNAEG, qui est le fichier national automatisé des empreintes génétiques en France. On peut avoir le VICAP aux États-Unis, c'est le programme d'arrestation pour les actes criminels violents, dont l'équivalent au Canada et en France s'appelle le SALVAC. On peut aussi avoir le fichier national britannique des empreintes de chaussures. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de fichiers différents. Et évidemment, plus on va développer les systèmes automatisés ou semi-automatisés comme ceux que je viens de vous citer, plus on aura de chances de retrouver un criminel à partir des indices qui auront été laissés sur une scène de crime. La technologie joue clairement en la faveur des enquêteurs pour ce coup-là. L'autopsie du corps de la victime va permettre de révéler beaucoup d'informations qui vont être vraiment très importantes pour l'enquête. On va absolument tout étudier, à commencer par les blessures qui vont nous donner plein d'indications. Quel type d'arme a été utilisé? Quelle est la cause de la mort? Est-ce que la victime s'est défendue? Est-ce qu'il y a eu des actes de torture avant, après la mort? Est-ce qu'il y a des traces d'agression? On va étudier ses vêtements, on va étudier la toxicologie pour savoir si la victime était alcoolisée, est-ce qu'elle était droguée, est-ce qu'elle a été empoisonnée, est-ce qu'elle était consciente ou inconsciente au moment de sa mort. Les insectes qui sont présents sur le cadavre, que ce soit quel type d'insectes précisément, mais aussi le stade de développement des larves, vont nous donner pas mal d'informations, de même que le stade de décomposition du corps. Ça va permettre par exemple de dater avec pas mal de précision le moment de la mort de la victime.
Et pour illustrer un petit peu tout ça, je vais prendre pour exemple les corps qui ont été retrouvés enterrés sous la terrasse nantaise dans l'affaire Dupont de Ligonnès. On sait que les victimes ont été abattues à bout portant avec une carabine de calibre 5,5 mm dans leur sommeil et qu'elles avaient été probablement droguées avec un somnifère. Et tous ces éléments-là, ils nous permettent en fait de reconstituer à la fois le moment du drame mais aussi les heures qui précèdent et c'est justement ce qui va nous laisser soupçonner que l'auteur de cet homicide de masse puisse être Xavier Dupont de Ligonnès, d'abord parce qu'il possédait une arme qui correspond exactement au type de blessure qu'on a retrouvé sur les victimes et qu'aussi il avait la possibilité de droguer les membres de sa famille avec le somnifère pour pouvoir les abattre dans leur sommeil. Enfin, une fois que tout le travail des techniciens et des enquêteurs sur la scène de crime est terminé, les lieux doivent être nettoyés. Il existe des sociétés spécialisées dans cette activité et aux États-Unis par exemple, je sais que certaines d'entre elles possèdent carrément des pages Instagram sur lesquelles elles montrent les avant-après de ces nettoyages. Ce sont vraiment des entreprises qui vont venir nettoyer après le décès d'une personne, qui soit naturelle, de cause accidentelle ou d'un homicide, et qui vont aussi intervenir sur par exemple les accidents de la route ou même dans des cellules de prison, etc. Et ce sont elles qui sont habilitées à se débarrasser correctement du matériel biologique puisque évidemment on peut pas jeter n'importe où du sang ou de la matière organique en fait. Si jamais vous allez voir ce genre de page sur Instagram, vous verrez que généralement les photos sont accompagnées d'une légende qui informe sur de nombreux aspects de leur métier et moi personnellement je trouve que c'est vraiment très intéressant. On apprend beaucoup de choses parce que du coup ils décrivent plein de choses par rapport au crime et à la mort en général. Par contre je vous déconseille vraiment d'aller regarder si jamais vous avez le cœur un petit peu sensible parce que les photos sont évidemment assez trash et on voit beaucoup de sang. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vraiment dire que la rigueur est d'autant plus nécessaire aujourd'hui lorsqu'on investigue sur une scène de crime. En effet, la plupart des affaires criminelles d'aujourd'hui peuvent vraiment trouver une issue judiciaire en se reposant sur des éléments concrets et scientifiques relevés sur la scène de crime, que ce soit des empreintes digitales, des empreintes ADN ou même des traces numériques. C'est absolument passionnant de voir l'évolution des techniques d'investigation sur les scènes de crime et toutes les avancées qu'elles ont permis. Même s'il arrive encore que certaines affaires ne soient pas résolues, on voit quand même à quel point en à peine un siècle, on a énormément appris et innové sur ce plan-là et finalement c'est ce qui a permis à de nombreuses victimes d'obtenir justice. Et l'autre gros avantage aussi, c'est que ces perfectionnements en termes d'investigation, ils ont vraiment permis de réduire considérablement les erreurs judiciaires. Aux États-Unis par exemple, ce sont plus de 1000 condamnés qui ont pu échapper au couloir de la mort grâce à l'étude des empreintes génétiques sur les scènes de crime. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment que vous l'avez appréciée et que éventuellement je vous ai peut-être appris des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo, à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'espère aussi que vous serez allés voir la vidéo de Marion Caméléon et son fameux maquillage sur le thème de la scène de crime. J'ai super hâte de voir ce qu'elle nous a préparé. Moi je vous dis à très vite pour le coup puisque je sais pas si vous êtes au courant, normalement j'ai sorti une bande-annonce. J'espère que j'ai eu le temps de le faire. Bref, on va se retrouver tous les soirs cette semaine à partir de demain et jusqu'en 31 octobre pour des petites vidéos de thread horreur où je vais vous raconter des histoires vraies qui sont particulièrement effrayantes, qui sont arrivées à des personnes. Et voilà, ça sera des petites histoires un petit peu bonus pour fêter cette semaine avant Halloween et frissonner ensemble. Encore merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout. On se retrouve du coup à partir de demain et pendant une semaine tous les soirs. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant, eh bien n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.